Bien le bonsoir à tous, chers internautes. Aujourd'hui, nous avons comme invité Zo Mansour, un artiste du batik. Pour rappel, chers internautes, le batik est un art, une technique de teinture sur les tissus qui a une histoire riche et une signification profonde. Zo Mansour, de son nom, notre artiste du jour, va nous parler de la signification du batik. Zo? Oui, tout d'abord, vous remercier de cette invitation, remercier Thiès Info et remercier aussi toute l'équipe qui est avec moi aujourd'hui pour parler du batik. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler du batik, qui n'est pas facile à parler parce que c'est des techniques très immenses qui se pratiquent partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler surtout le batik africain. D'accord. Ouais. Parlez-nous exactement de ce que signifie le batik. C'est un art, vous dites, mais en quoi consiste le batik réellement? Tout d'abord, on va parler un peu de l'origine du batik, parce que le batik, comme on l'a toujours dit, c'est des techniques qui nous viennent de l'Égypte ancienne et qui a été développée en Indonésie. Le batik fait partie des techniques de teinture très artistiques qui se pratiquaient surtout par de grands artistes et qui sont consommés surtout par les notables de ces pays. Donc il faut comprendre qu'avant, si tu n'étais pas un homme riche, tu ne peux pas s'habiller en batik. Donc c'est une technique de teinture qui se pratique avec la cire, avec des pinceaux, avec des motifs différents, mais qui explique qu'il y a beaucoup d'explications dans des pays comme l'Égypte et l'Indonésie. Parce que chaque culture pratiquait son modèle de batik. D'accord, si je comprends bien, donc le batik, c'est un art où on s'inspire. Les motifs sont de l'inspiration. Bien sûr. Donc le batik, ça s'apprend ou c'est un héritage? Bon, moi je dirais que c'est un don. C'est un don. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir un professeur à côté de moi. Quand j'étais jeune et que j'ai arrêté de suivre les bancs, je me suis lancé dans ce métier qui était au début une passion. Mais quand j'ai fait des recherches et que j'ai compris que le batik, c'est véritablement une industrie, par exemple en Indonésie, donc je me suis lancé. Et je me suis vraiment donné pour être un professionnel dans ce métier. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que c'était pas facile, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de former pas mal d'Africains dans ce métier. Dans ce métier. Parlez-nous un peu de votre parcours, des évolutions que vous avez eu à faire et tout au long de votre parcours, des difficultés que vous avez rencontrées. Donc au départ, c'était très difficile parce que les moyens n'étaient pas là. Donc j'avais arrêté, comme je dis, les bancs. Et à ce moment-là, c'était pas trop évident de demander aux parents de vous donner de l'argent juste pour aller acheter de la teinture. C'était très compliqué. Mais au fil du temps, les choses ont évolué parce que au départ, je pratiquais surtout la peinture. Je suis un artiste peintre, je fais des tableaux. Jusqu'à présent, je fais des tableaux. Mais le batik m'a beaucoup inspiré. Donc, parce que c'est un métier vraiment très passionnant. Donc, au départ, j'étais seul dans ce métier. Je le pratiquais, je me débrouillais. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me suis forcé à devenir un professionnel dans ce métier. Pouvoir aujourd'hui devenir un professeur de batik. D'accord. Donc, vous n'avez pas trouvé un père ou une mère qui pratiquait du batik? Non, pas du tout. Vous vous êtes levé un bon jour et vous vous êtes dit que vous voudriez pratiquer du batik ou bien... Où vous est venue cette inspiration? Bon, parce qu'au départ, quand j'étais jeune, il y avait quelques personnes qui pratiquaient le batik à Dakar. Donc, je regardais les chemises en batik, c'était impressionnant comment on le fait. Donc, il y a une personne, c'est un cousin à moi, je me suis rapproché de lui et j'ai demandé. J'ai un ami aussi que je remercie beaucoup. C'est un ami qui pratiquait la teinture et le batik aussi, qui m'a donné un peu d'astuces par rapport à l'utilisation des produits. Donc quand j'ai compris, je me suis débrouillé seul pour devenir quelqu'un aujourd'hui qui forme beaucoup de personnes. D'accord. Donc comment décrivez-vous l'état du batik actuellement au Sénégal? En fait, est-ce que les Sénégalais ont compris le concept du batik réellement? Et est-ce que aussi les Sénégalais s'intéressent à cet art? Bon, c'est un peu compliqué au Sénégal par rapport à d'autres pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire.
souvent, C'est plus accessible c'est plus là-bas. accessible parce que souvent, je suis là-bas à organiser des ateliers de formation. J'ai beaucoup formé des Burkinabés et des Ivoiriens. Au Sénégal, c'est un peu lent parce qu'au Sénégal, souvent, on joue avec l'art. Mais aussi, il faut savoir que, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, le batik, c'est à la mode là-bas. Ouais, Mais est-ce c'est-à-dire, que c'est aussi à la mode ici au Sénégal? c'est-à-dire là-bas, la population consomme tout ce qui est local. D'accord. La population burkinabé et ivoirienne, c'est une population qui consomme beaucoup de Local. produits locaux. Mais les Sénégalais Nous, ont un on problème. consomme beaucoup de produits qui nous viennent de l'extérieur, surtout les Chinois, quoi. D'accord, je Donc, vois. aujourd'hui, le batik, ça a évolué au Sénégal parce que souvent, les gens ne se formaient pas en batik. Mais actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont été formées par Zo Mansour au Sénégal. Et je continue à avoir des personnes qui seront formées demain ou après-demain aussi. Parce que pourquoi au Sénégal c'est un peu compliqué? Parce que comme je l'ai dit, on consomme beaucoup de produits qui nous viennent de l'extérieur. Alors qu'il y a des produits ici au Sénégal, des tissus en batik qui sont faits par des gens ici. Mais souvent, on se dit que c'est le produit burkinabé ou ivoirien ou d'autres pays qui sont meilleurs. Donc, est-ce que aussi le batik a été modernisé? Parce que aussi, il y a eu l'avènement, il y a eu beaucoup de modernité. Ouais. Les pays ont beaucoup évolué. Bien sûr. La mode a évolué. Bien Est-ce sûr. que le batik s'est adapté à cette modernité? Bon, comme j'ai dit, hein, ici au Sénégal, il y a un problème d'évolution. Au Sénégal, on n'évolue pas avec la mode. On suit les tendances. Les tendances. Tu vois, donc, mais nous, en tant qu'artistes, notre rôle est de promouvoir ce produit. Donc, nous, aujourd'hui, on a fait beaucoup d'expositions au Sénégal pour faire la promotion de ce tissu. Maintenant, qui est vraiment consommé, parce que il y a beaucoup de personnes maintenant qui consomment le batik sénégalais. Je ne dis pas le batik de l'autre pays, mais le batik sénégalais. Parce que les gens qui ont été formés aujourd'hui ont commencé à produire, à vendre leurs produits. Vraiment, je pense que si on continue dans cette lancée, avec surtout les ateliers de formation, je pense qu'à un moment donné, on aura un tissu véritablement made in Sénégal. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, les gens souvent mélangent le batik et la teinture traditionnelle. D'accord. Avant d'aller sur cette débouchée, j'aimerais bien poser une autre question. Et ces ateliers de formation, est-ce que vous les faites ici au Sénégal, en fait? Il y en a beaucoup qu'on fait ici au Sénégal. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants? Bien sûr, bien sûr. Quand c'est Zo Mansour, il y a beaucoup de participants. Parce que ici, même à Thiès, on organise chaque année des ateliers internationaux de batik qui reçoivent la sous-région ici à Thiès. D'accord. Donc là, on est à la 2e édition. D'accord. On va aller à la 3e édition pour le mois de mai. D'accord. Donc ce sera pour bientôt aussi. Inch'Allah. Venez-en à la teinture traditionnelle. Donc, pourquoi les Sénégalais le confondent, en fait, batik et teinture traditionnelle? Est-ce qu'il y a beaucoup de ressemblances ou la pratique c'est la même chose ou bien? Il y a une différence. Il y a une différence parce que quand on parle de batik, on parle d'art, on parle de création, on parle de tissu artistique. Bon, le tissu, la teinture traditionnelle, ça, on peut dire c'est souvent des mamans qui le faisaient. Malheureusement, il n'y a même pas eu de formation ici au Sénégal par rapport à la teinture traditionnelle, même qui commence à disparaître. Mais est-ce que les procédés sont les mêmes? C'est différent. C'est différent? Parce que la teinture traditionnelle, ça se faisait avec des nœuds, des pliages, avec des matières traditionnelles. Mais le batik, ça se fait avec la cire. La cire, c'est la matière blanche qu'on fait avec, qu'on fabrique la bougie. Donc, tu ne peux pas faire le batik sans pour autant utiliser la cire. D'accord. Donc, tu ne peux pas avoir un tissu en batik qui n'est pas fait avec la cire. Et pour la teinture traditionnelle? La teinture traditionnelle se fait sans la cire. D'accord. Se fait avec des fils, des aigus, mais aussi avec l'argile. L'argile, on peut l'utiliser pour faire la teinture traditionnelle. D'accord. Voilà. Est-ce que exactement il y a quelque chose à faire pour mieux revitaliser cet art dont vous appelez batik, pour que les Sénégalais puissent mieux connaître ce qu'est le batik réellement et s'en intéresser? Qu'est-ce que vous proposez? La chose à faire, c'est la formation. Il faut pousser les Sénégalais à aller vers des programmes de formation
et spécifique en batik. Bon, aujourd'hui, ça avance, hein, ça avance parce qu'on a vraiment fait beaucoup de boulot dans ce domaine. Aujourd'hui, vous imaginez par exemple les manufactures de Thiès. Si le batik est intégré dans cette structure, c'est grâce à Zo Mansour, qui moi-même, j'ai fait le projet et je l'ai proposé aux manufactures. Aujourd'hui, vous partez aux manufactures des arts de Thiès, vous trouverez des tissus en batik. Et ça... Et parlant de ces tissus aussi, est-ce que c'est des tissus légers, adaptés au climat du Sénégal, ou bien c'est des tissus lourds, réservés que pour un certain temps? Donc, pour faire des tissus en batik, c'est un choix. C'est-à-dire, moi, quand je fais des tissus en batik, c'est par rapport au climat. Quand c'est pour le froid, j'utilise des tissus très lourds. Pour le froid. Et puis si c'est pour l'été, j'utilise les tissus adaptés à l'été, quoi. D'accord. Ouais. Tantôt, vous m'avez parlé des Hollandaises qui sont venues. Qui sont venues d'Hollande pour faire les formations. Est-ce que réellement, c'est pas les Blancs qui s'intéressent le plus à cet art? Bon, le blanc s'intéresse toujours à tout ce qui est développement. D'accord. Ça et nous, on perd du temps souvent sur des formations qui ne créent pas le développement. Aujourd'hui, vous regardez au Sénégal, par exemple, il y a beaucoup de formations qui se passent, mais c'est de l'argent jeté en l'air, parce que c'est des formations qui n'ont pas de suivi. Aujourd'hui, si les Blancs retournent en Afrique, retournent au Sénégal, pour se faire former en batik, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce que d'ici peu, l'artisanat va prendre sa place, je ne dirais pas au Sénégal, mais dans le monde. Parce que d'ici quelques années, voilà, d'ici quelques années. Parce que l'industrie va disparaître. C'est l'artisanat qui va revenir encore. Les Blancs ont compris. Donc moi, chaque année ou périodiquement, à Toubab Dialaw, on reçoit des Hollandais, on reçoit dans d'autres pays aussi qui nous viennent de la France, d'Italie, à Toubab Dialaw même. De passage, je salue mon collaboratrice Sabine Lebes, qui est hollandaise et avec qui on travaille ensemble. Donc, dans sa maison, dans sa belle maison, on organise périodiquement des ateliers de formation là-bas à Toubab Dialaw. En dehors de ces ateliers de formation que vous créez, est-ce que vous faites par exemple des expositions, des foires uniquement dédiées au batik pour exposer vos tenues, vos idées, vos matériaux, pour que les Sénégalais puissent comprendre? Parce qu'en fait, moi, je pense que les Sénégalais n'ont pas réellement compris le vrai sens du batik. C'est pourquoi ils les confondent et ne s'en intéressent pas aussi. C'est mon avis. Est-ce que vous faites des expositions sur le batik? Par exemple, faire des foires qui sont gratuites pour juste exposer des tissus en batik. Exposer des tissus en batik. Ça, c'est mon domaine parce que depuis plus de 20 ans, j'organisais ici à Thiès, avec la collaboration même de Thiès Info, qui est toujours notre partenaire, des défilés de mode uniquement en batik, c'est-à-dire des collections de tenues en batik. D'accord. J'organise souvent dans la sous-région, surtout en Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, des expositions uniquement en batik. Tout récemment, on a organisé à Abidjan Mall avec mon ami Solange, que je remercie, et puis ma collaboratrice qui est à Abidjan, Richmond Kofi, des dames qui évoluent dans le monde du batik et qui font la promotion de ce tissu en Côte d'Ivoire. Donc moi, je me bats depuis des années pour promouvoir ce tissu, pour permettre à ce tissu batik de prendre sa place en Afrique. Mais j'ai réussi aussi à créer un tissu qui est typiquement sénégalais. C'est-à-dire, quand j'expose en Côte d'Ivoire mon tissu en batik, les gens vont se dire que ça vient du Sénégal. Et ça, c'est important parce qu'il faut créer l'identité. Parce que chaque pays pratique le batik, mais chaque pays a ses cultures, a ses réalités, avec sa marque, avec ses designs. Mais nous, au Sénégal, moi, j'ai réussi à créer un tissu typiquement sénégalais. Tu vois, donc... Et vous vous en êtes inspiré comment? Bon, tu sais, hein, l'inspiration, ça vient comme ça. C'est comme c'est un Mais don. par exemple, vous vous êtes dit que ça, c'est typiquement sénégalais. Dès qu'on voit ça, dès qu'un étranger voit ça, c'est motif. Il se dira que ça, c'est sénégalais. Bon, c'est-à-dire, comme moi, j'ai eu l'habitude de voyager, je regardais partout au Ghana, Bénin, leur façon de faire le batik, je me suis dit, donc, il faut que je fasse quelque chose qui a une différence. Parce que si tu ne crées pas la différence, ça ne se remarque pas. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, avec même les formations que je donne aux Sénégalais,
ces gens commencent à avoir des techniques qui sont vraiment sénégalais, quoi. C'est-à-dire, demain, le Sénégal pourra avoir un tissu de batik qui sera exporté partout dans le monde et qui aura une identité sénégalaise. Ouais. Je vais terminer avec une autre question. Est-ce que aussi les prix du tissu ne sont pas chers? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? C'est accessible? C'est accessible à quoi, tout à le la monde? réalité. Non, c'est pas cher parce que dans le monde de textile, par exemple, quand tu fais des tissus, tu as des différents types de tissus. C'est-à-dire, moi, quand je pratique, quand je fais des créations, je fais des créations à tous les niveaux. Par exemple, aujourd'hui, je peux voyager dans le Fouta, au fond du Fouta, pour aller vendre des tissus là-bas. Donc, genre, je me dis que moi, je vais partir dans un endroit où les moyens sont trop limités. Donc, je fais des tenues, je fais des tissus qui sont adaptés à leur réalité. Donc, quand je voyage en Côte d'Ivoire ou en France ou quelque part, donc je fais des créations qui sont adaptées à cette réalité. Des tissus très chers, mais très originaux aussi. Exactement. Ouais. Tantôt, vous dites que les Sénégalais n'aiment pas tout ce qui est consommé local, entre autres. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a une fulgurante de changement. Les Sénégalais reviennent vers tout ce qui est local, vers tout ce qui est tableau d'art. Vous avez bien vu l'engouement qu'il y a eu au Biennale il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que aussi, comme vous avez dit que ces prix sont adoptés, est-ce que vous avez des pages sur le net, des pages qui sont officielles, qui attirent les jeunes? Ouais. Est-ce que aussi les modèles que vous faites sont pour les jeunes, Ouais. sont tendance pour les jeunes, pour qu'ils puissent se retourner sur ce local-là? On a beaucoup de pages, on travaille beaucoup sur le net. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le Sénégal est un peu en retard par rapport à la consommation locale. Par exemple, quand vous partez en Côte d'Ivoire, vous verrez la différence. Nous, on part Donc en les Côte Ivoiriens d'Ivoire. sont plus investis sur le local que les Bien Sénégalais. sûr, bien sûr. Vous allez dans les grands marchés là-bas en Côte d'Ivoire, dans les grands stores, vous verrez des tissus typiquement ivoiriens. Ici, vous entrez dans des grandes boutiques, vous ne verrez que des tissus qui nous viennent de l'extérieur. Alors que ça crée un blocage pour l'artisan qui travaille dans son coin pour pouvoir vendre son produit. Mais, comme on l'a dit, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, on félicite nos autorités parce que si vous remarquez, nos autorités, ils commencent à s'habiller avec des tissus faits chez nous. Alors Avec qu'avant, aussi des couturiers de chez nous. Alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est un travail à faire pour tous les artistes. C'est-à-dire il faut que chaque artiste essaye de développer son coin. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas d'accord, un artiste qui se dit, bon, il faut qu'on me donne les moyens pour que je puisse développer quelque chose. Nous, on a commencé à faire des ateliers de formation avec des moyens de bord. On n'avait pas de financement, on n'avait pas de soutien. On s'organisait pour créer des ateliers. Donc, il faut l'artiste essayer de créer des opportunités pour sa population, pour son quartier, pour son pays, pour qu'on puisse aller ensemble. Donc, je pense que, tantôt vous l'aviez dit que c'est les jeunes sont des suiveuses en fait. Ouais. Avant de s'intéresser à quelque chose, il faut qu'il voit une autorité ou une personne reconnue le faire. Ouais. Donc, est-ce que vous optez pour habiller des artistes célèbres ou bien des autorités connues pour donner l'exemple aux jeunes? Oui, nous, on a toujours habillé des artistes. Moi, j'ai eu la chance d'habiller tous les artistes du Sénégal avec ce tissu en batik. Donc, comme je t'ai dit, ça fait presque plus de 25 ans que je suis dans ce métier. J'ai habillé beaucoup de personnes. Quelqu'un comme Massamba Gueye que je viens tout juste de quitter. Je viens de l'habiller avec une super belle tenue. Donc, nous, on se bat. On se bat toujours pour que l'artisanat sénégalais puisse prendre sa place, je ne dirais pas au Sénégal, mais sur le plan international. Parce que vous partez dans les grandes foires, vous remarquez que dans d'autres pays viennent avec leurs produits. Ils sont faits chez eux. Mais nous, souvent, vous remarquez que le Sénégalais qui vient en Côte d'Ivoire ou quelque part amène des produits qui nous viennent d'autres pays. C'est-à-dire, nous, on achète dans d'autres pays. Donc, on ne valorise pas... On ne valorise pas ce qui se fait ici. D'accord. Est-ce que aussi, par exemple, il y a la FIDAK qui arrive bientôt, je pense. Ça a commencé, oui. Ça a commencé. Ouais. Est-ce que vous avez une tente là-bas pour exposer vos tenues?
pour plus de visibilité. Mes tenues sont toujours exposées à la foire de Dakar. Ah bon? Bon, peut-être moi personnellement, je ne suis pas là-bas parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais mes tenues actuellement sont à la foire de Dakar. Actuellement, on est en train de préparer une très grande exposition à Dakar, basée sur le textile du batik. D'accord. Donc là, comme je t'ai dit, on est à la 2e édition. Donc bientôt, ce sera au mois de mars, au Centre culturel Blaise Senghor. Donc ce sera une exposition de 10 jours avec des produits, je ne dirais pas des tenues, mais avec des produits en batik. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le batik, c'est un tissu d'abord. C'est pas l'habillement. Le batik peut se faire avec des chaussures, des sacs, des pochettes. Tous les accessoires qu'on utilise, on peut l'utiliser avec le tissu en batik. D'accord. Des draps de lit, des rideaux, tout. Le batik, c'est vaste, quoi. C'est vaste. Ouais, c'est un produit qui est très vaste et qui peut être vraiment consommé par tout le monde. Ouais. Et qui est accessible aussi. Qui est accessible, vraiment accessible. Ouais, parce que c'est l'accessibilité qui fait la promotion de ce produit. Quand le produit n'est pas accessible, ça crée un blocage. Donc, il faut toujours créer l'accessibilité par rapport au produit. Ouais. Donc, votre dernier mot pour parler de vos projets, de vos ambitions, de vos ambitions futures, mais aussi parler de ce que vous attendez réellement de l'État pour qu'il vous aide avec des écoles de formation peut-être ou quelque chose du genre. Bon, aujourd'hui, nos attentes, c'est d'abord que ce produit soit consommé, mais aussi que l'État pousse les gens à aller se former, quoi. Parce que sans la formation, on va toujours rester dans un cadre de tissu teinture pour dire que c'est le batik alors que c'est pas du batik. Aujourd'hui, quand Ousmane Sonko s'est habillé en batik, j'ai vu tout le monde se ruer vers le tissu, qu'on dit batik alors que c'est pas du batik, c'est de la teinture traditionnelle. D'accord. Pour ceux qui connaissent, quoi. D'accord, pour les connaisseurs. Donc, pour qu'on puisse avoir véritablement un développement dans ce tissu, il faut que les gens se fassent former par des professionnels. Parce que souvent, je vois des formations qui ont été déroulées par des gens qui se disent qu'ils sont formateurs en batik, alors qu'ils ne maîtrisent même pas ce métier. Donc, je dis aux gens, quand vous faites des formations, il faut aller voir un professionnel qui maîtrise ce métier. Parce que ce n'est pas un jeu. Le batik, ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait expliquer dans ce métier. Donc, après vos formations, vous donnez des attestations ou des diplômes? Mais bien sûr, quand c'est une formation professionnelle de longue durée, par exemple, automatiquement, il y aura des attestations ou des diplômes. Tu vois, donc, c'est important aujourd'hui que les jeunes se fassent former. Pour les jeunes qui aiment pratiquer ce métier. Mais les dames aussi. Il faut remarquer que c'est les dames qui s'intéressent beaucoup même dans ce métier, parce que demain, il y aura une formation qui va démarrer ici à Thiès, en batik, et c'est des dames qui vont être formées. La semaine qui va suivre aussi, ce sera à Saint-Louis, et c'est toujours des dames qui vont se faire former. Donc, vous faites des formations de courte durée? De courte durée, environ une semaine, 10 jours, 15 jours, ça dépend aussi. Est-ce qu'ils vont maîtriser aussi? Mais bien sûr, parce que quand vous faites des formations, c'est par rapport au temps que vous donnez, les techniques que vous allez donner, c'est par rapport au temps. C'est-à-dire, en une journée, moi, je peux vous former. Tu te lèves, en une journée, tu vas pratiquer. Ah bon? Des formations accélérées. En une journée, tu peux faire quelque chose. Parce que comme je t'ai dit, le batik, c'est vaste. Il y a plusieurs techniques. Donc, quand vous faites une journée, vous donnez des techniques qui sont vraiment très simples, accessibles, et puis la personne va commencer à pratiquer. Après, au bout de 3 mois, il peut faire des merveilles. Des merveilles, mais il faut revenir aussi vers vous pour faire des renforcements. Des renforcements, d'accord. D'accord. Zo, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, toujours remercier Thiès Info et remercier toute l'équipe. C'est un plaisir aussi toujours de venir ici, de faire une émission à batik. Il faut rappeler que CEI est mon premier partenaire. Il a démarré avec moi quand il n'y avait rien. Donc ça, c'est un plaisir toujours d'être avec lui. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés dans ce métier et que je remercie beaucoup. Et je remercie aussi toute la population de Thiès qui ont participé à l'émergence de ce métier ici à Thiès. À tout le monde. Bon, je ne peux pas peut-être citer tout le monde, mais bon, je remercie tout le monde, quoi. D'accord, on vous remercie aussi. Moi aussi, pour je vous votre remercie. disponibilité. Ouais.
C'était Zo Mansour à l'antenne de Thiès Info. Qui nous a parlé du batik, de l'importance de pratiquer cet art, mais aussi de l'importance de valoriser nos produits locaux. Chers internautes, on vous remercie, on vous donne rendez-vous dans un autre numéro.